Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être là, d'être avec nous pour cette journée, donc pour parler de l'économie de fonctionnalité. Donc peut-être, juste avant de démarrer, j'aimerais aussi un peu avoir, merci pour cela, mais j'aimerais aussi avoir votre vision sur ce que vous avez entendu ce matin. Arthur nous a beaucoup interpellés, mais bon, on n'a rien vraiment appris de nouveau, hein, on le savait un peu tout ça. Et il a aussi dit que l'économie de fonctionnalité n'est qu'un outil dans cette toolbox et il faut faire bon usage. Peut-être la première question, êtes-vous tous ici, en tout cas, convaincus de l'économie de fonctionnalité? Est-ce que tout le monde est convaincu de ça? Parce qu'il peut y avoir des sceptiques, hein, donc moi j'aime bien un peu de contradiction, donc allez-y, qui veut se lancer? Je commence. Allez Jean-Jacques. Bonjour à tous et toutes. Je travaille chez BASF dans la partie agrochimie de BASF. Donc multinationale et qui vend des pesticides notamment. Donc en disant ça, je devrais peut-être... Partir en courant. Partir en courant, exactement. Mais non, je suis plutôt fier de ce qu'on peut apporter aujourd'hui, au marché. Pour la simple et bonne raison, et je crois à l'économie de la fonctionnalité. C'est une des solutions, mais cette solution-là, avant de l'aborder, jusqu'à présent, on a traité des solutions simples pour les agriculteurs, comme le paracétamol d'Arthur tout à l'heure. Donc on traitait des problèmes simples avec des solutions simples. Or aujourd'hui on s'aperçoit que les solutions sont beaucoup plus complexes pour résoudre les problèmes, parce que le nombre de solutions disponibles baisse sur le marché, notre innovation diminue, donc le nombre de solutions disponibles pour les agriculteurs diminue également, et il nous faut trouver des solutions beaucoup plus complexes qui passent par une approche systémique des systèmes de culture, et c'est notre transformation actuelle, c'est notre transition agroécologique chez BASF, où on passe de solutions pour les cultures à des solutions pour les systèmes de culture. On intègre les rotations, on intègre les semences, on intègre différents paramètres, le sol, pour trouver des solutions. Et une des solutions, je sais que vous êtes impatiente, mais une des solutions est dans notre toolbox, c'est effectivement l'économie de la fonctionnalité, parce que grâce à ça, jusqu'à présent, notre modèle économique était basé sur la vente de solutions pour les agriculteurs, dont des solutions phytosanitaires. Et aujourd'hui, dans ce modèle économique, moins on vend de produits phytosanitaires, plus c'est intéressant pour BASF. Donc je pense que ça répond à des enjeux importants de la société d'aujourd'hui, à des attentes des agriculteurs. Et donc pour cette raison, on y croit. Et Adrien, et vous ? Eh bien écoutez, alors moi je crois à l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Par contre, je pense que c'est effectivement un outil qui doit questionner la stratégie des entreprises et non pas un outil au service de la stratégie des entreprises. Parce que si on prend l'allégorie du citron, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'un citron, mais plutôt d'une pomme. Je donnais l'exemple là. Plus difficile à presser. Oui, voilà, c'est plus difficile à presser, mais il y a des extracteurs de jus, ils fonctionnent très bien. Mais par exemple, si Philippe Maurice venait nous proposer une solution de détente et de convivialité à la pause café, est-ce que ça résoudrait le problème de cancer des poumons, dont l'occurrence a augmenté? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, j'en doute. Donc, pour moi, en fait, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est au-delà de comment faire différemment dans une même stratégie, on questionne aussi la stratégie inhérente à l'entreprise. Et donc là-dessus, on a quand même hésité à venir aujourd'hui, mais c'est, comme le disait Arthur, très intéressant, je pense, de brasser différentes personnes et de débattre. Mais je tenais à rappeler en introduction que, indépendamment du fait que je suis persuadé qu'ici, il y a que des personnes qui sont persuadées d'essayer d'aller dans la bonne direction, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure en termes de quels sont les acteurs qui sont autour de la table, notamment la BNP qui a revu sa stratégie climatique après une injonction d'ONG seulement en promettant à l'horizon 2030 de n'investir plus qu'1 milliard d'euros dans les énergies fossiles. Ça, c'est pas quelque chose qui est responsable vis-à-vis des conditions d'habitabilité de la planète Terre. En fait, c'est pas soutenable, c'est pas tenable. Shell a simplement revu ses ambitions climatiques à la baisse. L'Église anglicane, une petite solution, elle en retirait 10 milliards d'euros. Adrien, je sais que vous avez une liste qui est longue. Je vais réduire ça. Et donc, pour terminer, juste pareil sur BASF, l'EEFC, c'est vraiment une solution intéressante. Maintenant, au-delà de
des solutions qu'on met en œuvre, la stratégie d'entreprise, elle doit aussi se décliner dans le plaidoyer qu'elle porte au niveau de l'État. Et là, on ne retrouve pas le plaidoyer du bon côté de l'intérêt général. C'est-à-dire que la semaine dernière, l'État a été condamné par le tribunal administratif de Paris en carence fautive parce qu'il était visiblement pas à la hauteur de protéger la biodiversité, qui est venu soutenir l'État contre les ONG, FITEIS, premier lobby représentant l'industrie de l'agrochimie. Donc je suis persuadé que l'EFC est un outil qui va dans la bonne direction, mais en tant que salarié de ces entreprises, je vous invite également à questionner la stratégie de vos entreprises, parce que sinon vous serez l'équivalent de la touillette en bois dans les avions d'Air France, quoi. Alors, je vais quand même passer la parole. Je sais... allez-y. J'allais me tourner plutôt vers Isabelle, mais Patrice, allez-y. Le micro va marcher tout seul. Oui, d'accord. Bien. Donc moi, je crois à l'économie de fonctionnalité aussi pour ce que vous avez dit. C'est-à-dire que quand vous dites il ne faut pas qu'elle soit au service de la stratégie de l'entreprise, mais il faut que l'entreprise questionne aussi sa stratégie. En fait, je pense que l'économie de fonctionnalité permet aussi à l'entreprise de questionner sa stratégie. Je vais être très bref. Je veux juste dire que chez nous, Michelin, les pneus, ça nous permet de passer d'une logique volume à une logique valeur. Parce que toute l'histoire de l'entreprise, c'est quand même une logique de volume. On mesure notre performance en tonnes produites, on mesure notre performance en part de marché volumique. Et en fait, quand on arrive dans l'économie de fonctionnalité, on quitte la notion de volume, puisqu'en fait, le but, c'est pas de mettre un maximum de volume au sol. Le but, c'est de rendre un maximum de service au client avec justement un minimum de volume. Et donc, on se déplace du volume à la valeur. Et en se déplaçant du volume à la valeur, je pense qu'on peut rentrer dans une logique beaucoup plus vertueuse par rapport à la planète. Merci pour ça, mais j'aimerais bien qu'Isabelle ait l'occasion aussi de réagir déjà à ma question, mais aussi à ce que vient de... Je suis en accord avec ce que vient de dire Patrice, c'est-à-dire qu'en fait, pour questionner, il faut savoir rendre les choses explicites. Et donc, l'important dans l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on doit expliciter l'usage. Et c'est là qu'on peut questionner en disant, est-ce que mon but c'est de vendre un maximum de camions? Est-ce que mon but même c'est d'assurer un maximum de transport dans la chaîne de valeur? Parce qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur ou les chaînes d'approvisionnement, elles sont faites en multipliant les transports, les volumes, les points de passage d'un endroit à un autre. Voilà, donc c'est ça qu'apporte l'économie de l'usage. C'est-à-dire que ça permet aux usagers de se responsabiliser sur quel est leur besoin, et puis à ceux qui offrent le service de pouvoir dire de manière transparente ce qu'ils proposent. Et nous, on est des financiers, donc on est là pour financer cette économie et permettre d'arriver avec des solutions qui permettent de mettre ces nouveaux modèles-là en place. Justement, en parlant de nouveaux modèles, moi je me tourne vers vous, Adrien, l'ADEME, donc ça fait excusez-moi, Adrien m'a perturbé, Baptiste, lapsus. Donc justement, on parle de l'entreprise moderne, on parle de ce modèle des 3P, et donc on parle de People, Planet, Profit, et finalement, est-ce que ça pourrait être un peu une solution vers cette entreprise qu'on veut, qu'on aimerait voir dans le futur? Oui, alors, peut-être si vous me permettez encore quelques secondes de théorie avant de rentrer dans le concret. Fondamentalement, ce qu'on cherche à faire avec la transition écologique, c'est de poursuivre notre prospérité économique et notre bien-être en consommant le moins possible de ressources. Donc c'est ce qu'on appelle le découplage entre la prospérité et la consommation de ressources. Tout au long du XXe siècle, on a augmenté la productivité du travail, on a produit beaucoup plus avec un peu plus de travailleurs, mais globalement, chaque travailleur produisait beaucoup plus. Au XXIe siècle, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est augmenter la productivité de la matière. Donc on produise plus de bien-être, de services qui ont une vraie utilité, en utilisant moins de ressources. Et ça, c'est un résultat de tous nos travaux de prospective. À l'ADEME, on a publié il y a 1 an et demi un gros travail de prospective qui s'appelle Transition 2050. Je vous invite à aller regarder. Alors, c'est assez copieux, mais c'est vraiment une mine d'informations. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on observe. Il faut qu'on découple la prospérité des émissions de CO2 de la consommation de ressources. Et si maintenant ça, on essaie de le traduire à l'échelle d'une entreprise, une entreprise qui doit faire de la sobriété, ça veut dire quoi? Elle ne va pas baisser son chiffre d'affaires, ça ne serait pas très viable comme stratégie. Et donc,
eh ben, c'est l'histoire du citron, là, ou l'histoire de la pomme à presser. Et donc, elle peut faire de l'éco-conception, elle peut aller chercher de la productivité matière. Alors sur l'énergie, on a fait de la sobriété, on a baissé la température, on a levé le pied quand on conduisait, etc. Bon, on voit bien que ça, c'était pour passer un cap un peu conjoncturel, mais avec l'économie de la fonctionnalité, nous, notre conviction à l'ADEME, c'est que c'est vraiment le business model de la sobriété pour les entreprises. Et alors je parle de conviction, mais à l'ADEME, on aime bien croire des preuves tangibles. Et donc on a travaillé depuis très longtemps sur l'économie de la fonctionnalité, et on va lancer cette année une grosse étude d'évaluation justement des impacts environnementaux et sociaux pour que cette croyance, puisque tout le monde ici croit dans l'économie de la fonctionnalité, soit étayée sur des faits très solides, sur des impacts qu'on pourra bien documenter. Alors, si je comprends bien, donc l'économie de fonctionnalité finalement répond aux attentes du marché et des clients. Mais on est toujours dans ce même système, dans ce même modèle de la recherche des profits. Donc c'est toujours ces indicateurs-là vers cela qu'on tend. Oui, alors le profit pour faire quoi? Et pour rendre quel service? Et c'est pour ça, nous aussi, quand on parle de sobriété, et maintenant c'est un mot qui est plus tabou, donc on a le droit de le dire dans toutes les conférences, c'est un questionnement sur les besoins. Et donc là, moi je rejoins aussi un peu ce que disait Adrien, il faut vraiment que l'économie de la fonctionnalité soit une interrogation au sein de l'entreprise sur quel service je rends, pour quel besoin. Oui. Je vais bien rebondir sur ce point, quel service pour quel besoin. On a une équation à résoudre au niveau de l'alimentation globale. On a une population qui augmente globalement. On a des solutions en matière d'intrants qui diminuent, qui vont diminuer soit parce qu'il y a moins d'innovation, soit parce que la régulation, le régulateur nous oblige à les diminuer. C'est des objectifs qui sont fixés aujourd'hui au niveau européen ou au niveau français. On a moins d'agriculteurs. On a perdu 100 000 agriculteurs il y a 10 ans. On a moins de surface, artificialisation des sols. Et pour autant, il faut qu'on continue de produire. Et il faut qu'on soit sobre. Donc là, l'équation à résoudre n'est pas simple. Et c'est là qu'intervient justement l'économie de la fonctionnalité, qui nous amène un outil qui est efficace et qui permet de réduire, d'avoir cette sobriété, puisqu'on arrive dans nos systèmes à réduire de plus de 20% l'utilisation d'intrants. Donc on a une vraie réponse aux problèmes posés. Alors c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pour le profit des entreprises, mais c'est une vraie solution qui répond aux attentes de la société d'aujourd'hui sur un élément de base qui est l'alimentation, parce qu'il va falloir quand même nourrir toute la population. Alors justement sur ce triptyque Planet, People, Profit, moi j'aurais tendance à supprimer le dernier parce que donc je ne me suis pas présenté, je représente différentes structures, mais l'alliance pour laquelle on a été invité, c'est l'alliance des licornes avec 2 O, un peu en pied de nez aux licornes de la Startup Nation qui valorise uniquement l'achèvement d'une entreprise cotée en bourse à plus de X milliards. Donc nous, on s'est regroupé à 9 coopératives pour prouver qu'on pouvait entreprendre différemment avec un ordre de priorité un peu différent de ce qui peut se faire par ailleurs. Donc on a des structures qui vont de l'énergie à l'habillement de seconde main, à l'électronique, à la téléphonie, au secteur bancaire, qui essayent de répondre à des enjeux qu'on pourrait qualifier de consommation grand public, avec un statut juridique très différent qui est celui de la société coopérative d'intérêt collectif. Et la raison d'être des licornes, c'est donner à chacun, à chacune le pouvoir de changer radicalement l'économie pour la mettre au service de l'intérêt général. Et c'est pour moi... en fait, on est dans une urgence. Le but premier, c'est pas la recherche des profits. Tout à fait. En fait, chez nous, une personne égale une voix. Je ne sais pas, dans vos entreprises, combien de salariés chez vous est actionnaire de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et est-ce qu'ils pensent que sa voix en assemblée générale a une quelconque importance? Je sais. Posez-vous la question. Donc, une personne égale une voix. Les rémunérations de dividendes sont très largement encadrées parce que moi, ce qui me dérangeait un tout petit peu aussi avec l'allégorie du citron, c'est le fait qu'on cherche à extraire plus de jus. Aujourd'hui, nous, avec Common, ce qu'on fait, c'est de la location d'appareils électroniques plus éco-conçus. Demain, Apple va très probablement faire la même chose parce qu'effectivement, louer des terminaux qui durent, c'est une meilleure façon d'extraire encore plus de jus du client, à savoir de la valeur ajoutée pour faire de la rémunération des actionnaires. Nous, on n'a pas choisi cette voie-là, on a choisi de proposer des offres d'abonnement qui diminuent dans le temps pour corréler l'intérêt du client et l'intérêt de l'entreprise dans sa pérennité. Donc si on cherche à extraire plus, ça ne va pas fonctionner en fait. Donc la notion de profit, pour moi, elle participe au problème, c'est-à-dire que si on continue à essayer de toujours promettre plus à nos investisseurs,
eh bien de fait, on va aller dans le mur. Ça va faire partie des freins qu'on va évoquer tout à l'heure. Si la vallée de la mort là qu'on évoque, on n'est pas capable de la surmonter, eh bien c'est évidemment parce qu'on a des actionnaires qui à la fin de l'année demandent plus de rentabilité sur leur investissement. C'est ce qu'on observe chez les pétroliers aujourd'hui dans leur revue de leur stratégie climatique. Adrien, j'aimerais bien aussi que nous puissions avoir les uns et les autres puissent réagir, mais merci en tout cas. Donc peut-être si vous voulez réagir sur les propos d'Adrien, n'hésitez pas. Peut-être Baptiste, tu voulais dire quelque chose ? Oui, peut-être juste un point, parce que je pense qu'il ne faut vraiment pas taper sur le jus du citron. Enfin, c'est important d'extraire un maximum de jus d'un point de vue juste environnemental. Ensuite, la question du partage de la valeur, de comment on se répartit le profit, ça c'est une autre question. Mais d'un point de vue strictement environnemental, si on arrive à extraire plus de jus des mêmes ressources, tant mieux. On est d'accord. Oui, l'idée c'est d'extraire moins. Du coup, ça mène justement à cette prochaine question. Donc, l'économie de la fonctionnalité, est-ce qu'elle finalement, elle s'inscrit pleinement dans cette démarche de transition vers cette économie verte ? Est-ce que c'est un calcul, c'est une formule qui veut dire que voilà, en faisant cela, on va forcément vers une économie plus verte, donc en ayant justement l'impact positif, même si on ne doit plus utiliser le mot positif, si j'ai bien compris tout ce que Arthur a dit avant. Donc, qui veut réagir peut-être ? Je ne sais pas, Isabelle, si vous voulez juste... Moi, je pense que c'est important d'arriver à faire bouger les gens qui ont besoin de bouger. Donc après, on peut leur taper dessus, on peut dire que c'est pas assez, que ça va pas assez vite, etc. Mais enfin bon, le fait est qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'entreprises à faire bouger, un certain nombre de gens qui doivent changer leur manière de travailler, leur manière de vendre, les expertises qu'ils ont. Tout le monde n'est pas forcément, ne peut pas réapprendre ou se réinventer un métier du jour au lendemain. Donc c'est très important, et donc moi c'est pour ça que je viens là, c'est parce qu'on a besoin de travailler en écosystème, c'est qu'on a besoin d'être ouvert, on a besoin de se dire les choses, mais il faut aussi trouver un moyen d'embarquer les personnes qui ont besoin de bouger, parce que chacun de nous, on détient une partie à la fois de la solution et du problème. Donc moi, je ne suis pas en train de nier qu'on a tous des choses à régler, mais il faut quand même encourager les gens, d'une manière ou d'une autre, à ce que le mouvement se fasse dans la bonne direction. Donc, encore une fois, moi, l'économie de la fonctionnalité, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de revenir à des besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on produit ? Pour quels clients ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, pour quel usage. Et donc ça va nous permettre d'évoluer sur le sujet. Et moi, je compte beaucoup sur, effectivement, les nouvelles générations, les nouvelles entreprises, pour questionner, pour nous aider à faire avancer les choses. Mais je ne pense pas qu'on puisse venir avec un modèle qui est ni motivant ni inspirant en disant on va tout casser tout de suite. Jean-Jacques. Je ne sais pas si on peut dire que le modèle est plus vert. En tous les cas, en ce qui nous concerne, il est clairement plus sobre et va dans le sens d'un modèle beaucoup plus vertueux par rapport à l'environnement. On est passé d'une vente de produits phytosanitaires aux agriculteurs à une vente de partage de risques avec l'agriculteur, puisqu'on lui vend un résultat de protection de ces champs. Et cette protection des résultats, ça marche. On est passé de la théorie à la pratique. On est passé de la théorie en 2020, où on a mis en place le modèle, à aujourd'hui 12 000 hectares qui sont protégés de cette façon-là. Les agriculteurs sont satisfaits. Ils s'y retrouvent en matière d'approche du risque, puisque le risque est partagé. Avant, c'est eux qui portaient le risque. Aujourd'hui, c'est nous qui portons le risque pour eux. Le modèle est plus sobre en matière de consommation d'intrants et il est aussi efficace en matière de production pour l'agriculteur. Donc tout le monde s'y retrouve et on va dans ce sens de modèle plus vertueux pour l'environnement. Alors, j'ai eu l'impression, Patrice, tu voulais réagir ou Oui, donc moi j'ai choisi de rester. J'aurais pu choisir de partir de l'entreprise, une entreprise capitalistique, donc qui a les règles de fonctionnement que vous évoquiez tout à l'heure, qui a besoin de faire du profit pour vivre. J'aurais pu me dire je m'en vais parce que ça me pose un problème. J'ai choisi de rester. À partir du moment où je reste, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc l'économie de fonctionnalité, c'est pas une redirection majeure, mais c'est déjà un élément de transition pour moi vers un modèle plus soutenable. On va dire ça comme ça. Mais moi je me heurte à beaucoup de questions de mise en œuvre. Donc l'économie de fonctionnalité, on a commencé dans les années 20, mais pas 2020, 1920. Et on n'a quand même toujours que 4% de notre chiffre d'affaires global en économie de fonctionnalité. Alors 15% en poids lourd, comme le disait tout à l'heure Frédéric, à peu près 90% dans l'aviation et 0% dans le reste. Pourquoi on en est là ?
alors qu'on est convaincu que c'est bon, qu'on est convaincu depuis très longtemps que c'est bon, et qu'on a un certain nombre de héros, alors il y a peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais un certain nombre de héros dans la boîte, qui ont porté ça pendant des années. On s'est quand même heurté à plein de difficultés. Vous voulez pas que j'en parle maintenant, peut-être? Donc, non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est 2% de vente industrielle mondiale, seulement. Oui. Et chez nous, c'est 2 fois plus, 4%. D'accord? Donc c'est pas beaucoup. On se heurte quand même à plein de problèmes dans la mise en œuvre de ce truc-là. Il faut quand même en être bien conscient. On a un énorme problème de profitabilité sur l'opération de l'économie de fonctionnalité. Et on a besoin de faire du profit dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui. Et on s'est heurté à des problèmes de ciblage des clients. On a choisi de mauvais clients. Donc ça s'est mal passé. Parce que quand vous vendez des pneus au kilomètre à des gens qui sont dans la mobilité, eh bien, vous avez de la peine parfois à anticiper les conditions dans lesquelles leur véhicule se déplace. Si c'est des bus urbains, c'est facile. Ils rentrent sur leur base tous les soirs, on peut les voir quand on veut, on sait exactement sur quelle route ils passent. Si c'est des engins de construction, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les terrains changent énormément. Les conditions météo changent énormément, les conditions de ne sont pas les mêmes. Et tout d'un coup, on avait prévu de faire 40 000 km avec un pneu et on n'avait plus que 20 000. Et comme c'est notre actif et qu'on le vend au kilomètre, on est mal. Donc on a eu ce problème de ciblage de clients. On a eu des problèmes de contractualisation. Je me souviens, alors je fais peut-être partie des petits héros qui ont porté ce truc-là, je me souviens d'un client dans la mobilité urbaine et périurbaine en Allemagne qui changeait de chauffeur tout le temps parce qu'il n'arrivait pas à stabiliser la position de chauffeur, ce que je comprends très bien. Mais donc il avait des personnes très peu éduquées ou très peu formées à ces conditions d'opération. Et donc les chauffeurs, ils tapaient les pneus sur les trottoirs en permanence. Donc moi je me retrouvais avec une quantité de déchets phénoménale et dans le contrat, on n'avait pas prévu ça. Il nous manquait cette clause de stop loss qui dit qu'au bout d'un certain temps, on ne paye plus. Donc on se retrouvait avec, bref, je passe les détails, mais des pertes financières abyssales. Ça, c'est des problèmes de contractualisation. Troisième problème, j'en ai 4 et je vais vite. Troisième problème, c'est le problème des opérations. Et dans les opérations, je vais en lister qu'un parce que Frédéric ne l'a pas évoqué de manière aussi concrète que ça. C'est pas grave, parce que qui mieux peut parler de Michelin que toi, en fait. Hein, c'est bon. Mais c'est la question de l'alignement des opérateurs. Donc, François l'a évoqué. Ce genre de système d'économie de fonctionnalité, il se fait en général avec plusieurs acteurs. Il faut que le client joue le jeu. Il faut que le fournisseur, en l'occurrence nous, joue le jeu, et que les services providers jouent le jeu. Parce que nous, on a plein de services providers qu'on ne maîtrise pas, qui sont dans une chaîne de valeur et qui vont changer des pneus. Or, le modèle d'un service provider, modèle volumique, il est payé sur le nombre de pneus qui changent. Donc plus il en change, mieux ça vaut. Donc comment changer le modèle économique pour qu'au contraire, il soit payé au fait de faire durer le pneu le plus possible. Donc d'intervenir pour faire durer l'actif. Ça, c'est un change management qu'on n'a pas terminé. Mais c'est un changement culturel, c'est radical. Et le dernier problème qu'on a, je m'arrête tout de suite, promis. Le dernier problème qu'on a, c'est celui du financement. Parce que tout d'un coup, on est propriétaire des actifs et ce n'était pas dans notre modèle. Et là, aujourd'hui, on n'a pas résolu ce problème de financement des actifs. J'ai fini. Adrien, très rapidement. En fait, moi, je ne veux pas supprimer complètement le profit. Notre entreprise, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Alors, c'est rien. On a 5 ans. On commence à pouvoir dégager des salaires. On emploie 30 personnes. C'est intéressant de développer une activité économique. C'est juste la finalité, en fait. Et pour revenir sur cette notion de comment, en fait, on arrive à fédérer différentes partie prenante autour d'un projet collectif, parce que c'est ça que vous décrivez, et bien là encore, je ne veux pas vendre un peu trop ma chapelle, mais le statut de société coopérative d'intérêt collectif, il est parfaitement adapté. Chez nous, les producteurs d'appareils électroniques sont sociétaires de la coopérative, les clients sont sociétaires de la coopérative, et éventuellement, si on avait, comme vous, des providers de services, ils pourraient être sociétaires de la coopérative et on pourrait les intéresser économiquement dans le résultat de l'entreprise. Parce que là, par exemple, ce qu'on a fait avec nos fournisseurs d'appareils électroniques, c'est qu'on gère pour eux les actifs, parce que on achète les appareils qu'on met en circulation, et on a contractualisé des contrats avec eux où on leur achète les appareils électroniques à très bas coût et on leur reverse des royalties dans le temps long. Ce qui fait qu'ils ont un intérêt économique à voir les appareils durer chez nous. Parce que, et ça, c'est fait dans un cadre de transparence et de confiance où un client qui souscrit à une solution chez nous, qu'il soit particulier ou professionnel, il prend une part à la coopérative,
20 ou 100 euros en fonction de son collège. Il a accès à nos rapports d'activité, à nos bilans comptables, il sait combien on se paye et il sait qu'il peut venir essayer d'influencer en assemblée générale. Donc, alors, j'ai le beau jeu parce que nous, on a créé tout ça avec Snilo et j'imagine bien que BASF ou le BNP, vous n'allez pas passer en SIC dès demain, donc c'est facile de dire, regardez, le statut de SIC, c'est cool, mais c'est un petit peu l'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'était aussi pour ça que je disais que l'EFC, ça doit aussi questionner la stratégie d'entreprise. Et malheureusement, j'ai peur qu'à un moment donné, s'il y a, comme ça a été évoqué, la compétition entre deux business models, on va en parler. les arbitrages ne soient pas allés dans le bon sens, quoi. On va en parler justement, mais juste pour revenir très rapidement, on parle c'est ce que disait Patrice à l'instant, donc ce ne sont pas des modèles qui sont si naturels que ça pour l'entreprise, ça demande un changement de culture. Et peut-être, je me tourne vers Isabelle, si vous pouvez peut-être apporter un peu votre expérience et de nous expliquer un peu peut-être quels sont les freins, quels sont les freins à lever justement pour aller dans cette bonne direction tout au long de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est une question que je poserai aussi peut-être à tous. Hein. Alors, déjà, moi, je pense qu'il y a deux biais de vision dans l'économie de la fonctionnalité. Le premier, c'est qu'on s'imagine que sur la chaîne de valeur existante, tout le monde va y gagner. Or, c'est faux. Il y a des gens qui ont tout à perdre. Donc, il faut qu'on soit assez clair là-dessus aussi. Il y a des personnes qui vivent d'un certain nombre de services jusqu'à présent. Et donc, en changeant les usages, en proposant d'autres formules, il y a des personnes et des acteurs économiques dans la chaîne de valeur qui vont perdre. Donc, le temps de mettre en place des nouveaux circuits... Parce que leur modèle n'est pas cohérent avec les attentes. Des niveaux alternatifs, ça prend du temps. Donc c'est là qu'on vient d'un point de vue, il faut faire un investissement dans le temps, parce que même si les besoins sont là, et même si ce sont les bons gestes qu'on fait, voilà, ça prend du temps, parce qu'il y a quand même une certaine inertie dans le système. Ensuite, la deuxième chose, c'est on parle d'une entreprise. Moi, en tant que leasing solution, hein, donc je finance l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc moi, ce que je vois beaucoup avec mes partenaires, avec mes clients, c'est qu'il y a toujours cette illusion qu'effectivement, je vais faire grossir mon gâteau. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, je vais réussir à tout intégrer. Et on voit bien que c'est difficile. Alors, on parlait tout à l'heure des camions, des choses comme ça. Enfin, on prend un exemple comme l'industrie automobile. Il y avait des projets, il n'y a pas si longtemps que ça, où on dit, je fournis une voiture, une mobilité, puis tiens, je vais faire le contenu musique aussi. Je vais m'occuper du bien-être de la personne à l'intérieur de son véhicule, puisque finalement, moi, ce que je lui offre, c'est un trajet dans des conditions de transport optimales, avec de l'entertainment, du leisure, etc. Bon, vous imaginez les investissements que ça demande, et est-ce que ce sont vraiment les mieux placés pour offrir une offre d'entertainment pendant votre mobilité? Je ne sais pas. Donc, moi, je vois beaucoup de projets comme ça, où beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industriels se présentent et ils veulent tout intégrer. Et nous, on est financiers, on dit, voilà, dans votre business model, il y a des choses qui doivent changer, et il y a certainement des endroits où les maillons, il manque des maillons. Et c'est très compliqué d'arriver à se dessaisir d'une partie, ou d'accepter de travailler avec d'autres types d'entreprises ou d'autres intermédiaires que ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler, voire même si on se dit qu'on va tout intégrer chez soi. Donc voilà, pour moi, c'est les deux freins principaux, où pour l'instant, dans les modèles d'affaires, on n'a pas encore résolu ça. Et moi, c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble en écosystème, pour qu'on puisse arriver à identifier qui sont les entreprises et ceux qui peuvent apporter une solution pour pouvoir les intégrer, et puis les intégrer dans cette chaîne de valeur pour qu'on puisse faire marcher un écosystème. Jean-Jacques. Oui, je voudrais rebondir sur l'intégration, parce qu'effectivement, c'est le premier frein que l'on rencontre lorsqu'on discute de ce type de modèle avec nos interlocuteurs. Alors, on travaille avec beaucoup les coopératives,
les coopératives agricoles, qui ont ce statut-là, qui appartiennent directement aux agriculteurs. Et donc il faut qu'on trouve donc, dans cette collaboration donc, les bons leviers. Et on n'est pas du tout dans une intégration dans ce type d'approche, on est dans la collaboration. Et il faut qu'on arrive à trouver le contrat de collaboration, le contrat de coopération adéquat pour faire que chaque acteur se retrouve dans cette chaîne de valeur. Alors on parle de valeur parce que c'est indispensable dans nos systèmes d'aujourd'hui, mais ce contrat de coopération est indispensable et il faut qu'on sorte justement de ce frein d'intégration qui est vécu comme négativement au départ, qui au contraire doit arriver sur la collaboration in fine. Et c'est le changement, c'est la culture du changement qui est assez abyssale pour nos équipes, puisque des équipes qui ont vendu des produits pendant des années et des années, qui d'ailleurs vont continuer de les vendre parce qu'on a plusieurs systèmes qui cohabitent, c'est un changement complet d'approche du marché et il faut accompagner nos équipes et ça c'est un changement et un frein relativement conséquent. Patrice ? Je suis content d'avoir compris ce que vous voulez dire par intégration, parce qu'au départ, je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'il ne fallait pas intégrer. Effectivement, au sens où nous n'allons pas tout opérer nous-mêmes, ça me semble évident. Par contre, il y a deux choses qui me préoccupent. La première, c'est de donner l'expérience client la plus intégrée ou seamless possible, je ne sais pas quel terme utiliser, mais donc j'ai besoin d'une expérience du début jusqu'à la fin qui soit la meilleure possible, et pour ça, j'ai besoin que tous les opérateurs s'alignent. Et le souci que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est quand même un souci très important pour moi, c'est le désalignement des opérateurs. Donc, une des difficultés qu'on a rencontrées, j'ai plein d'exemples en tête, mais c'est vraiment être capable d'aligner tout le monde, clients, fournisseurs, tous les opérateurs autour, vers le même objectif. Qui va être effectivement, si c'est le client, on va prendre l'indicateur du client, qui sera son indicateur d'excellence opérationnelle, lui. Et on va essayer de rémunérer tout le monde sur cet indicateur d'excellence opérationnelle. Pas toujours facile à déterminer, il faut qu'il soit quand même mesurable, il faut qu'il soit un peu auditable quand même. Moi, on repose encore beaucoup sur des kilomètres déclarés par les clients. Un peu dangereux quand même. Donc on essaie de connecter tout ça pour avoir une déclaration un peu plus objective de la prestation effectivement fournie par le service. Alors, on parlait des freins. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, les régulateurs. Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Bon, il y a plein de choses. Je vous fais la liste, elle est longue. On peut parler de Green Deal, taxonomie, enfin, projet de loi d'industrie verte, j'en passe. Je ne sais plus si c'est des meilleurs ou des... En tout cas, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Parce que là, on se dit, on ne progresse pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Tout le monde est convaincu. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui peut réagir là-dessus, peut-être Baptiste ? Oui, un mot là-dessus, parce que je voulais justement en parler de ces barrières plutôt de la régulation. Parce que là, on a beaucoup parlé des obstacles internes, finalement, dans la mise en œuvre. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que nous, à l'ADEME, on a accompagné à peu près 500 PME dans ce genre de dispositif pour à la fois comprendre les difficultés de mise en œuvre opérationnelle dont on vient de parler, mais aussi comprendre les difficultés qui ont trait plutôt à la régulation, le traitement de l'économie de la fonctionnalité dans les normes comptables, le traitement fiscal aussi de ces nouveaux business models. Et là, on n'a pas encore, je dirais, une conviction forte sur ce qu'il faut bouger. Et c'est vraiment l'intention, je pense, aussi des ateliers de cet après-midi, de bien comprendre ce sujet-là. Et on a l'opportunité, avec le projet de loi Industrie verte, de faire bouger les lignes de la régulation. Et cet après-midi, je crois que Thomas Le Sueur, le commissaire général au développement durable, sera là. Absolument. Et vous pourrez lui poser toutes les questions à ce sujet, puisque c'est lui qui s'en occupe. Merci Baptiste pour ce teasing, c'est très bien. D'ailleurs, vous allez, je pense, on va en parler plus tard. Mais j'avais l'impression quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose. Adrien. Alors, pour rester vraiment sur le sujet de l'EFC, une petite mesure qui pourrait faciliter l'adoption de la solution, nous on pense que c'est passer dans la culture des départements achats et peut-être par voie réglementaire l'allongement du durée d'amortissement dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait du déploiement de matériel informatique. Les comptables des entreprises, ils ont l'habitude qu'après un certain nombre d'années, ils font un renouvellement du parc. C'est complètement contre-productif par rapport aux enjeux d'économie de ressources. Et donc, si on allongeait la durée d'amortissement imposée de certains types d'actifs, peut-être qu'on aurait un switch intellectuel plus facile vers les solutions de FC qui, de fait, ne sortent des investissements pour aller vers des charges. Et en fonction de comment l'entreprise est gérée, eh bien, ça peut être un frein pour le déploiement de solutions. Ah tu es venu avec ton fan club, Adrien. Non, mais après, je ne sais plus dans quelle séquence on est, mais si on pouvait garder un tout petit bout pour la
création de communs, parce que dans cette notion de création de valeur et tout, je ne sais pas si ça passe maintenant. Tu peux en parler? Ok, ben en fait oui, parce que dans ce qu'on essaye de réfléchir à comment on crée en fait plus de jus, hein, pour ainsi dire, nous on s'appelle Common et c'est ce qu'aussi cherche à faire les licornes, c'est-à-dire que c'est une alliance de 9 structures qui se rassemblent pour mener à bien des projets d'intercoopération et donc de créer des communs. Et donc dans ce cadre-là, je pense qu'il faut promouvoir typiquement l'open source. Et alors, une coopérative que j'admire particulièrement, qui n'est pas encore membre des licornes, c'est l'Atelier Paysan, qui répond à un besoin essentiel, c'est celui de redonner le pouvoir aux agriculteurs de s'autonomiser dans leurs outils de production. Donc, ils arrivent dans des exploitations et ils proposent de co-construire des outils spécifiques par exemple à la largeur des pailles des zones de culture, parce que certains agriculteurs qui travaillent sur sol vivant vont avoir des besoins spécifiques. Donc ils organisent des chantiers participatifs où les gens viennent apprendre à souder, créent un outil de production dédié et qui répond aux besoins de l'agriculteur, et ensuite si ça fonctionne, ils publient les plans en open source. Et donc là on est vraiment de la création de valeur qui est gagnant, qui rend le pouvoir aux citoyens, avec cette notion d'empowerment qui est intéressante et qui va vraiment, selon moi, dans la bonne direction. Merci Adrien. Moi, Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Difficile de rebondir, mais malgré tout, là où on croit fortement dans l'économie de la fonctionnalité, c'est sur l'intérêt des approches territoriales et de la collaboration sur une zone de type territoire. Type territoire, donc avec les acteurs du territoire, avec les agriculteurs du territoire, de façon à répondre à des besoins du territoire. Et tout ça peut rentrer dans le cadre du contrat de collaboration que l'on met entre les différents acteurs de cette chaîne de valeur pour produire une alimentation qui correspond soit à un cahier des charges d'un acteur du secteur, soit aux besoins du territoire lui-même pour résoudre des problématiques environnementales sur une zone déterminée. Donc cette approche territoriale collective sur une zone me paraît indispensable pour réussir le développement de l'économie de la fonctionnalité. Et Isabelle, peut-être un petit mot sur la finance. Est-ce que le rôle peut-être, je ne sais pas si je pose la question bien, le rôle de la finance pour faire avancer un peu ce sujet d'économie de fonctionnalité, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Il y a encore beaucoup de choses à développer. Quand on regarde la taxonomie européenne, on voit que sur la partie environnementale, on est quand même assez avancé, il y a pas mal d'outils, de réflexion, etc. L'économie circulaire, par exemple, on voit que c'est un champ qui est quand même un petit peu moins investi. Donc les KPI sont moins clairs, les données, on parlait d'audit tout à l'heure, la fiabilité des indicateurs, elle est aussi un peu en retrait, donc on a vraiment besoin d'avancer là-dessus. Je pense que l'Union européenne, avec le Green Deal, a donné une bonne direction. Après, est-ce que c'est suffisant? Il faut qu'on progresse tous. Et là encore, il faut bien faire attention, parce qu'à chaque fois, avec une nouvelle régulation, c'est beaucoup d'investissements supplémentaires. Parce qu'on doit créer de la data, il faut qu'elle soit stockée quelque part, après il faut qu'on puisse la produire, parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on fait du greenwashing. Donc voilà, pareil, quand on dit qu'on va faire des offres à l'usage avec moins de ressources, il faut encore être capable de le prouver. C'est pas juste, voilà, je vous dis que machin, j'écris dans mon rapport. Non, enfin, voilà, il y a quand même un besoin de fiabilité, d'audit, de méthodologie. Enfin, encore une fois, je rappelle, on n'a pas de méthodologie unique partagée avec des indicateurs qui sont définis, ne serait-ce que par secteur. Donc là, nous, encore une fois, c'est là qu'il y a le travail d'écosystème. Nous, on travaille avec chacun de nos marchés et de nos clients et partenaires pour savoir quels indicateurs ils suivent. Est-ce que par rapport à ça, nous, dans nos financements, dans notre bilan, on est capable aussi de le tracer, de le mesurer et de mesurer un progrès? Donc c'est un dialogue qui est constant. Mais là encore, c'est des investissements. Et donc, il faut faire attention au juste milieu entre la norme, la régulation, et puis le besoin que ça va engendrer aussi pour pouvoir respecter ces normes et régulations. Baptiste?
Oui, je voudrais faire un point sur la finance et vraiment lancer un appel aux acteurs financiers qui sont dans la salle pour rejoindre le mouvement de l'économie de la fonctionnalité. Puisqu'en fait, si on veut faire passer à l'échelle l'économie de la fonctionnalité, dans notre théorie du changement, il faut que les acteurs financiers soient là. À la fin, c'est quand même la finance, le nerf de la guerre. Et je prendrai 2 exemples. Alors nous, à l'ADEME, on a une mission de décarbonation de l'industrie. Et donc là, c'est des très gros investissements. On doit équiper des usines, de nouveaux équipements qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier de ces industriels. Et ces industriels nous disent, moi, je ne veux pas porter cet équipement-là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Et c'est des business models qui sont en train de se développer. On crée une SPV, on fait venir des investisseurs en infrastructure dans cette SPV pour aller porter cet équipement et on va pouvoir en installer dans plusieurs usines avec en fait finalement, donc ce n'est pas l'industriel qui porte l'actif, c'est des acteurs, des investisseurs en infrastructure qui vont le faire. Et on se rend compte que c'est très efficace et ça va être un levier assez massif pour décarboner l'industrie. Deuxième exemple, la géothermie. On a un potentiel énorme de géothermie en France qui est sous-exploité parce que la filière est très artisanale. Donc ce sont des petits artisans foreurs qui ont quelques foreuses. Et donc aujourd'hui, on manque critiquement de foreuses et de foreurs. Que faire? Eh bien pareil, créer des SPV, faire venir des investisseurs en infrastructure pour porter un stock de machines, de foreuses, qu'on pourra ensuite déployer sur tout le territoire. Donc là vraiment, voilà, c'est un appel à ce qu'on explore ensemble avec des acteurs financiers ces nouveaux business models autour donc, de ces actifs industriels à aller porter. Merci Baptiste. Patrice, non, c'est bon. On a encore quelques minutes. J'ai 2 dernières questions et ces questions s'adressent à vous tous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je voulais réagir sur ce qu'on a entendu ce matin. Enfin, on l'a entendu beaucoup de fois. On parlait, là, on parle de l'économie de la fonctionnalité, mais finalement, ce que je retiens, moi, on parle d'un saut culturel. Ça va très loin, un saut culturel et une approche systémique par rapport au modèle industriel actuel. Donc, ce saut, finalement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les entreprises doivent revisiter leur rapport par rapport à leurs clients, leur modèle, l'environnement, le social, le travail, le modèle de gestion. C'est une vraie, en tout cas, un vrai saut culturel. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que les entreprises ont envie d'entendre ça? Est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'on se pose des bonnes questions et on avance, finalement on se dit, ok, on n'avance pas, mais est-ce qu'on est prêt à faire ce saut culturel? Parce que si on veut avancer, il faudra le faire. C'est ça la question. C'est vrai, mais est-ce que c'est une question aux entreprises ou est-ce que c'est une question à la société? Moi, je prends notre exemple qui est lié à l'alimentation. Est-ce que c'est à nous de répondre à l'alimentation que l'on veut demain, ou est-ce que c'est à la société de répondre quel type d'alimentation voulons-nous demain? Et je pense qu'on aurait intérêt à avoir un contrat social de l'alimentation. Qu'est-ce que nous voulons demain dans nos assiettes? Comment voulons-nous que ce soit produit? Aujourd'hui, un poulet sur 2 est importé, plus de 60% des fruits et légumes sont importés. Est-ce que c'est ça que nous voulons demain? Donc qu'est-ce que nous voulons produire en France et comment voulons-nous le produire? Et je pense que ça part de là, et à partir de là, on pourra mettre en place les moyens nécessaires, et l'économie de la fonctionnalité n'est qu'un moyen pour arriver à répondre à cette réponse-là. En fait, j'aurais été assez d'accord avec cette approche dans les années 70, où on avait encore le temps d'agir, c'est-à-dire de se dire, bon, mais allez, on va mobiliser tout le monde, et tout le monde va se retrouver ensemble autour de la table pour trouver des solutions. C'est ce qui a essayé d'être fait avec la Convention citoyenne pour le climat. On connaît le résultat en termes de pourcentage des mesures qui ont été traduites dans la loi. Donc, tu n'étais pas né dans les années 70, Adrien. Non, mais je parle de la Convention citoyenne pour le climat, c'est quand même beaucoup plus récent. Effectivement, j'étais pas né, c'est vrai. Mais toutefois, juste par rapport à ça, en fait, pour moi, on a identifié les problèmes. On a une vague idée des solutions et il y a tout le monde qui se regarde un petit peu comme ça, en mode quel est le premier qui va faire le premier pas. Et c'est facile un peu de se décharger de la responsabilité en disant, bon ben, on va attendre que les autres bougent. C'est pareil au niveau de la politique internationale, parce que nous, on ne va pas être les premiers à agir. Et donc, par exemple, alors je suis désolé, c'est pas pour cibler uniquement BSF, mais j'aurais une idée sur les propositions de solutions d'économie de la fonctionnalité avec lesquelles vous travaillez avec des céréaliers. Moi, je verrais bien une tarification inversement proportionnelle au nombre de haies qui sont réimplantés dans les exploitations des agriculteurs en question, parce que on a conscience que c'est fondamentalement complexe de changer le modèle agricole. On sait qu'aujourd'hui, ce modèle agricole-là,
il a fait ses preuves après-guerre pour nourrir la population, mais qu'aujourd'hui il détruit les sols, il hypothèque notre souveraineté alimentaire de demain pour pouvoir continuer à produire aujourd'hui. Et donc il faut pouvoir accompagner ces acteurs-là vers une transition plus radicale. Alors j'ai vu votre page sur l'agroécologie, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez trouver des incitations financières à migrer vers ce modèle au travers de votre solution de 2FC, parce que c'est là où on va créer des valeurs communes et c'est là où on va pouvoir peut-être sortir de l'ornière, quoi. Je peux répondre juste rapidement. Donc, d'abord, ça fait 4 ans qu'on est parti dans ce modèle d'économie de la fonctionnalité. Donc, on est très, très jeune par rapport à vous qui êtes parti en 1920. Non. Si, 1920, c'est ça. Hein. Donc, mais bon, ça fait longtemps. Oui. Donc, on est encore tout récent. Et une fois de plus, c'est un modèle qu'on ne peut pas approcher nous tout seul, BSF. Donc, et on l'approche aujourd'hui en collaboration. On a monté un groupe prospective déjà en 2020 avec un certain nombre d'acteurs du monde agricole, pas que nos clients, mais aussi l'ensemble de l'écosystème agricole, qu'on poursuit actuellement pour justement investiguer d'autres domaines d'économie de la fonctionnalité, dont les mesures environnementales qu'on peut accompagner auprès des agriculteurs. Ça fait partie des pistes de travail aujourd'hui, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de freins, on l'a évoqué, donc il faut amener tout ça, donc ça prend un certain temps. Je connais l'urgence aussi de faire démarrer plus vite, et c'est pour ça qu'on a démarré donc cette réflexion dans l'écosystème agricole. C'est pour ça aussi qu'on est présent aussi chez Movinon aujourd'hui, pour justement trouver les moyens d'accélération de ce type d'approche. Donc, Patrice, très rapidement. Je regarde l'heure, je suis désolée, je regarde l'heure. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'un client qui a fait le switch, il ne revient pas. Donc un client qui est rentré dans un modèle... Il fait le switch dans le bon sens, si j'ai bien compris. Non, un client qui adopte une solution d'économie de fonctionnalité avec son fournisseur, il ne revient pas en arrière. Et on l'a vécu de manière parfois très explicite, parce qu'on a augmenté nos prix de manière radicale. Parce qu'en fait, on était très loin d'extraire toute la valeur qu'on apportait par un type de contrat de cette nature-là. Puisqu'en fait, on apporte beaucoup plus de valeur au client que si on lui vend des pneus à l'unité. Parce qu'en fait, on lui donne une peace of mind, parce qu'il sait que c'est nous qui nous en occupons, il sait qu'on va tirer le meilleur de l'actif. Il se trouve que si on tire le meilleur de l'actif, on va aussi impacter sa consommation, qui n'était pas compris dans le prix du pneu, mais qui a un poste important de dépenses pour lui. Et on constate que quand on bouge nos prix de manière très significative, avec des augmentations à 2 digits, il ne part pas. Donc ça prouve bien la valeur qu'on lui apporte et le fait que lui-même est convaincu que c'est la bonne solution. Donc ça, c'est très encourageant pour se dire il faut qu'on aille plus loin. Je reviens juste sur un point. J'écoute ce que vous dites sur le financement. Vous avez l'air de dire que c'est réglé. Nous, le financement, c'est notre problème numéro 1. On n'arrive pas à financer ce truc-là. C'est quand on reprend une flotte en économie de fonctionnalité, enfin en facturation à l'usage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rachète tout le stock de pneus de la flotte. Donc on sort d'abord 2 millions d'euros sur une flotte de 1000 véhicules, avant de commencer à facturer le premier kilomètre. Donc on a un énorme problème de financement, et pour l'instant on n'a jamais réussi à trouver avec un organisme bancaire une solution pour nous aider à financer ça. C'est un fait. Donc il faut convaincre qui là? Donc du coup, c'est ça la dernière question, il me reste à peine 3 minutes. Donc finalement, qui doit-on convaincre si on veut avancer? On est tous d'accord d'une certaine manière. Bon, pas toujours sur tous les sujets, mais voilà, on est quand même plus ou moins d'accord en tout cas sur l'économie de fonctionnalité. Qui faut-il convaincre? Est-ce que ce sont les financiers, c'est les partenaires business, le régulateur, l'usager? Enfin, dernier mot avant de terminer, quelques secondes. Isabelle, je sais que vous vouliez rajouter quelque chose peut-être. C'était sur le financement. Allez-y. Je pense qu'on ne peut pas tout financer avec les mêmes outils. Bon voilà, donc je ne vais pas commencer à vous faire un cours de financement, mais il y a quand même, dans les panoplies de financement possibles, il y en a tout un tas. Donc par exemple, dans l'économie de l'usage, quand on est en train de facturer un usage de manière récurrente, bon ben là, leasing, c'est parfait. Voilà, on loue, enfin on achète un usage et donc on facture comme vous prenez un abonnement quelconque. Donc voilà, ça on sait le faire, on a des usines pour le faire, etc. On le fait de manière très fiable, professionnelle, voilà. Après, vous voyez bien que ça dépend du mode de financement qu'on fait. Si on raisonne avec les outils de production, on parlait d'infrastructure, et on dit moi je voudrais financer mon activité de service
comme je finance mon activité de production, et donc je demande aux financiers de prendre le risque technologique d'un actif que je fabrique moi-même, vous voyez bien qu'il y a un petit sujet, parce que moi, je suis financière, je ne suis pas industrielle. Donc si vous-même, en tant qu'industriel, vous ne pouvez pas me dire quelle est la valeur du pneu que je récupère en année machin, moi, j'ai beau inventer des modèles statistiques dans tous les sens, je ne saurais pas le dire mieux que vous. On parlait tout à l'heure de qui, mieux que, peut réparer la voiture. Personne d'autre. Et donc là aussi, moi je trouve que c'est intéressant dans le redécoupage de la chaîne valeur, il faut que chacun prenne ses responsabilités sur les parties qu'on maîtrise. Moi, je ne suis pas une pro ni de la maintenance ni de la fabrication. En revanche, on sait structurer les choses, on sait dire quel est le mode de financement le plus approprié. Mais donc là, encore une fois, je pense que c'est important de bien regarder étape par étape, de manière extrêmement systématique, parce que c'est facile de pointer un endroit, j'ai demandé ça à un tel, il n'a pas répondu, j'ai demandé ci comme ça, on a pris une subvention machin, mais on ne nous l'a pas versé. Donc, quand on voit la complexité des écosystèmes aujourd'hui, il y aura toujours des endroits où il va y avoir un problème. Donc après, moi, encore une fois, je pense que c'est important qu'on essaye de se mettre en mouvement. Et en mouvement, ça veut dire qu'on doit essayer de résoudre les problèmes les uns après les autres. On n'aura pas de solution magique, mais encore une fois, on ne peut pas culpabiliser les gens, ou on ne va pas non plus s'excuser de chercher des solutions à des problèmes. Donc là encore, il faut vraiment qu'on arrive à identifier et puis que chacun résolve les problèmes sur lesquels il a la main déjà aujourd'hui. Jean-Jacques ? Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire et très rapidement, c'est convaincre mon organisation internationale de changer et l'urgence de changer. Voilà, donc de changer nos modèles, de tester, d'expérimenter de façon à accélérer la mise en place de ce type de modèle-là, qui certes fait face à un problème de financement au départ, et c'est ce qu'on voit aussi, on a les mêmes problématiques, donc une décroissance de la profitabilité dès le démarrage de ce type d'approche. Par contre, on voit bien l'intérêt dans la durée et de retrouver de l'intérêt, y compris financier, dans la durée. Donc c'est convaincre nos organisations globalement. Voilà, j'avais plein d'autres questions, mais on n'a plus le temps, on va s'arrêter là. Peut-être, vous pouvez continuer cette conversation plus tard. Vous allez avoir le temps. Merci. Merci à tous.